avec notre partenaire Indie. Voilà, donc j'espère que déjà, tout le monde nous entend bien et nous voit bien, que ça fonctionne, bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire sur, la TVA et les actualités fiscales qui sont, d'autant plus d'actualité. Mais Benjamin nous en dira, plus, juste après. Juste avant de commencer, en attendant que tout le monde arrive, bah, super, on nous entend et on nous voit, c'est super. Juste avant que tout le monde arrive, on va juste, faire on va se présenter nous et faire un mini rappel de ce que c'est que le hibou. Hem, donc voilà, moi je suis, Victoire, Hurstel. Je m'occupe de toute la communauté et des partenariats chez le hibou depuis, maintenant, 1 an et demi. Donc voilà et voilà, on a Benjamin qui, je pense, peut se présenter aussi en quelques mots. Oui, et ben bonjour à tous. Merci Victoire. Moi, je m'appelle Benjamin, je suis responsable des partenariats chez Indie et c'est à ce titre que je vais vous parler de toute l'actualité fiscale, comptable et notamment la grosse actualité autour de la TVA. Et pour la petite histoire, initialement, on avait prévu de faire ce webinar début décembre, si je ne m'abuse, et on Ouais. s'était dit, bah en fait, mince, il y a trop de changements à droite et à gauche, trop d'incertitudes. On va le repousser à février et on en aura plus. Et bah, on en a beaucoup plus de certitude et encore, il faudra attendre cet après-midi pour avoir, le dénouement de tout ça, mais je vous en dis un peu plus dans la suite du Juste webinaire. après. En quelques mots aussi, le hibou, je sais qu'il y en a beaucoup ici qui connaissent bien, mais d'autres qui viennent juste d'arriver. Nous, on est vraiment une plateforme d'intermédiation qui va mettre en relation justement les entreprises grands comptes avec des freelances, spécialisés dans l'IT comme vous. On a atteint le cap des 100 000 freelances qui sont inscrits sur notre plateforme. On a, fait une belle croissance en 2023 de plus de 56. Et notre objectif 2024, alors on n'a pas encore les chiffres exacts, mais c'était d'atteindre les 120 millions de chiffre d'affaires. Voilà, on travaille avec des grands groupes, mais surtout, on a des beaux partenaires comme Indie. Et donc, je vais laisser maintenant la main à Benjamin pour présenter un petit peu plus qui est Indie. Bon, bah, allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh ben, on va se présenter. Donc Indie, qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est une application qui s'est donnée pour mission de simplifier la vie des indépendants en rendant toutes les démarches administratives, comptables, le plus intuitif, rapide et ludique possible. Et aujourd'hui, on offre un panel de services assez large qui va de la création d'entreprise en passant par la comptabilité, la facturation, déclaration et bilan. En résumé, on a un peu le starter pack idéal quand vous voulez vous lancer en tant qu'indépendant. Vous cherchez des outils et vous ne voulez pas en avoir 36 000. En fait, nous, on a essayé de condenser tous les services dont vous pouvez avoir besoin dans une seule et même application. Aujourd'hui, on est plus de 300 chez Indie, essentiellement basés à Lyon et aussi un petit peu à Paris, dont moi je fais partie. On compte plus de 100 000 utilisateurs et donc on bosse qu'avec des indépendants, quel que soit leur régime, entreprise individuelle, auto-entreprise, société à l'IS, SCI, SCM. Et on met un point d'honneur à avoir une super satisfaction de la part de nos utilisateurs et on compte à 4,8 sur les stores et on a un peu plus de 6 000 avis sur Trustpilot. À côté de ça, très important, j'ai fait une slide dédiée parce que dans le starter pack, un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est notre compte pro 100% gratuit. Et comment ça marche? Vous avez un IBAN français, une carte Mastercard physique et virtuelle. Vous pouvez faire vos virements, vos prélèvements, etc. Tout est en ligne, tout est gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'être utilisateur d'Indie pour pouvoir en bénéficier. Encore une fois, on a lancé ce truc-là, ce produit-là, pour se dire, ouais, aujourd'hui, on n'a plus forcément la peine et plus forcément les besoins de payer un compte pro dans une banque traditionnelle ou dans une banque en ligne, parce que c'est payant, que ça coûte un peu d'argent, alors qu'en fait, on peut proposer le même service gratuitement. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, voilà de quoi on va parler. Je vais juste refaire une repasse sur les différents régimes fiscaux qui vous concernent, à savoir le régime micro, donc la micro-entreprise slash l'auto-entreprise, le régime réel, donc l'entreprise individuelle au régime réel. On repassera les différentes déclarations qui vont être obligatoires. Ensuite, on fera un focus sur la TVA. Si vous êtes allé sur LinkedIn ces 2-3 derniers jours, théoriquement, vous avez dû voir passer des milliers de posts Instagram ou LinkedIn vous disant qu'il y avait un changement majeur sur la TVA. On va voir ça ensemble juste après. On fera aussi un petit focus sur les charges déductibles et je vous expliquerai aussi les réformes. Hop. Euh, Attends, juste Victoire, je viens de voir que quelqu'un dit qu'il n'a pas de son. Francis n'a pas de son. N'hésitez Ah, pas à nous dire si ça fonctionne chez vous ou pas. ouais. Et voilà. Et du coup, toutes les règles inhérentes à la facturation.
Allez. Peut-être Francis, essayez de quitter et revenir. Dans tous les cas, si jamais vous ne nous entendez pas, ça sera, évidemment mis sur YouTube cette vidéo, donc sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez peut-être revoir ce que vous n'avez pas vu, mais je vais m'en occuper, pas de problème, Benjamin, désolé, continue. Ouais, non, pas de souci. Souvent, c'est les écouteurs Bluetooth qui sont restés connectés et du coup, le son marche pas. Oui. Juste, je voulais vous faire apparaître un petit sondage pour savoir si vous êtes utilisateur ou non d'Indy. Ça me permettra d'ajuster un peu, ma présentation au fil de l'eau, donc n'hésitez pas, à nous répondre. Régime, fiscal micro ou régime, réel? Bon, de quoi est-ce qu'on se parle? Aujourd'hui, en tant que freelance, vous devez exercer, vous avez deux grands types de régimes possibles, soit la société, soit l'entreprise individuelle. Si vous choisissez l'entreprise individuelle, vous avez 2 options qui s'offrent à vous. La première, c'est celle de gauche, le régime micro BNC, qui est un régime en fait simplifié, où vous allez suivre vos recettes. Vous allez avoir qu'une déclaration à faire qui s'appelle la 2042 C-Pro. Et comment vous allez faire pour calculer votre bénéfice imposable? Et ben, vous allez faire votre chiffre d'affaires moins 34. Et donc, vous n'allez pas pouvoir passer de dépenses déductibles en plus. On considère que ces 34 de charges, ça correspond peu ou prou à votre activité, à vos charges professionnelles liées à votre activité. À côté de ça, vous avez l'entreprise individuelle au régime réel. Et donc là, vous allez suivre vos recettes, vos dépenses. C'est un peu plus complexe puisqu'il y a 2 déclarations à faire, la 2035 et la 2042 C-Pro. Et pour calculer votre bénéfice imposable, vous faites recettes moins les dépenses déductibles pour leur montant réel. Et donc là, effectivement, vous pouvez avoir les fameux frais pro, les repas d'affaires, les frais de repas au domicile, etc. On passera rapidement dessus par la suite. Concrètement, comment ça se matérialise? Par défaut, quand vous allez vous lancer, que vous choisissez la micro, entreprise, vous allez avoir, du coup, pendant 2 années, le droit d'être à la micro-entreprise. Les années suivantes, si vous dépassez un niveau de chiffre d'affaires qui est d'environ 78 000 €, vous allez automatiquement basculer au régime réel. D'accord? Si vous êtes dans le cas entre les 2, c'est-à-dire vous êtes en dessous, des 77 700 € et vous vous dites: «Bah, j'ai le choix entre les 2, entre le micro et le régime réel. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi?» La réponse, elle est un tout petit peu plus complexe. Si, vous avez vraiment peur, de l'administratif et cetera, que vous faites moins de 78 000 €, optez pour le régime micro. En revanche, si vous faites ce choix-là, vous n'allez pas forcément optimiser votre bénéfice imposable. Et pourquoi c'est intéressant d'optimiser son bénéfice imposable? C'est parce que plus vous allez avoir un bénéfice imposable bas, plus votre impôt sur le revenu sera bas. D'accord? Donc oui, payer des impôts, c'est bien, contribuer à l'effort national, et cetera. Mais généralement, on cherche tous à se dire: «Bah, comment je peux avoir le moins d'impôt sur le revenu, à payer?» Et donc c'est en optimisant son bénéfice imposable. Si je prends le cas de Tom, un freelance, qui fait, 60 000 € de chiffre d'affaires et qui a 27 000 € de charges. Ces 27 000 € de charges, ça représente 45 de son chiffre d'affaires, donc ça commence à être un montant assez important. Peut-être que Tom, il a investi, dans un nouvel ordi, qu'il a fait des formations, et cetera, donc il a pas mal de charges. Hem, S'il était au régime micro, on fait 0,66, donc abattement forfaitaire de 34 fois le chiffre d'affaires, ça lui donne une base imposable de 39 600 €. Alors qu'à côté, s'il était au régime réel, il aurait 60 000 € moins ses 27 000 € de charges et donc 33 000 €. À ce moment-là, donc vous voyez, il y a une différence de 6 600 € sur la base imposable. In fine, ça peut représenter entre 1 000 et 2 000 € d'impôts en fonction dans la tranche dans laquelle il se trouve. Parce que Tom, il peut être freelance, uniquement, mais il peut aussi avoir d'autres revenus complémentaires à côté. Il peut être salarié, il peut avoir du revenu locatif, et cetera. Donc gardez en tête que c'est toujours important de mesurer le pourcentage de charges que vous avez dans votre activité pour savoir si vous avez plutôt intérêt à choisir pour l'une ou l'autre des options entre le régime réel et le régime micro. Je regarde s'il y a des premières questions sur cette partie-là. Oui, il y en a une, je crois. Sur quelle durée est calculé le franchissement du seuil? Année civile ou 12 mois de la date? OK.
Oui, alors du coup, effectivement, la première année, elle est proratisée. Donc effectivement, si tu démarres bon là, on est au début février, donc bien sûr, c'est quasiment les mêmes seuils. Si tu crées ton entreprise individuelle le 1er décembre, bah, ce sera forcément proratisé pour la première année. Les déclarations obligatoires. Bon, ça, du coup, c'est ce que vous allez devoir déclarer à titre personnel issu de votre activité professionnelle. Donc, vous allez devoir dire aux impôts: «Bonjour monsieur les impôts, voilà combien j'ai gagné avec mon activité de freelance». Si vous êtes en micro-BNC, je vous l'ai dit, c'est hyper facile. Si vous êtes au régime réel, vous allez devoir faire ce qu'on appelle votre 2035 pour pouvoir pour déclarer votre BNC. Au niveau des cotisations sociales, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, en tant que freelance, il faut bien comprendre que vous n'avez pas de cotisation, sociale patronale et salariale, à la différence d'un salarié où lui, il va avoir son salaire qui arrive sur son compte tous les mois. Mais en fait, dessus, il y a plein de cotisations qu'on ne voit pas passer. Bon, déjà, maintenant, il y a le prélèvement à la source, il y a les cotisations salariales et il y a même les cotisations patronales. Donc finalement, ce qui arrive à la fin, c'est quasiment, enfin, c'est le salaire net, alors que vous, en tant que freelance, vous recevez sur votre compte ce qu'on appelle, bah, juste du chiffre d'affaires et du coup, il y a pas de cotisation. Comment ça fonctionne? Si vous êtes en micro-entreprise, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous avez 0 € de charge. Si vous, à partir du moment où vous commencez à déclarer du chiffre d'affaires, il y aura des cotisations sociales qui seront prélevées. Aujourd'hui, elles sont de 24,6 de votre chiffre d'affaires et à partir du 1er janvier 2026, ce sera 26,1. Il y a des exceptions dans les tomes, il y a des exceptions quand on peut se lancer, on peut demander des exonérations de cotisations au départ, mais retenez qu'à partir du moment où votre activité, elle est viable et qu'elle perdure dans le temps, c'est environ 25 à 26 de votre chiffre d'affaires. Ces déclarations-là, elles sont à faire sur le site de l'Urssaf tous les mois ou tous les trimestres. OK? Et donc ça, c'est pour le régime de la micro-entreprise. Pour le régime réel, vous ne faites qu'une déclaration et c'est via ce qu'on appelle la DSFU. C'est basé sur le bénéfice réalisé l'année précédente et l'Urssaf va calculer le montant de vos cotisations et vous envoyer un petit échéancier, qui peut faire un petit peu peur, mais c'est comme ça. Donc voilà comment fonctionnent, les cotisations sociales, pardon, en tant que freelance. Retenez micro-entreprise environ 25 à faire tous les mois ou tous les trimestres et l'entreprise individuelle au réel, une fois par an et ensuite vous recevez un petit échéancier à la maison. Ensuite, on a la DAS2, un terme un peu barbare qui représente en fait une déclaration obligatoire que vous allez devoir envoyer si vous bossez avec d'autres collaborateurs à qui vous donnez plus de 1 200 €. Donc là, ça concerne tout le monde, à la fois les micros et les personnes au régime réel. Vous avez un CERFA à remplir et c'est à faire avant le 1er mai de l'année suivante. Donc là, si vous allez, remplir votre déclaration pour 2024 et que vous avez bossé, avec un avocat, avec un autre freelance et cetera, que vous avez payé plus de 1 200 € dans l'année, il faudra faire cette déclaration avant le 1er mai 2025. La 2035, donc ça, je vous en parlais tout à l'heure. Cette déclaration, elle ne concerne que celles et ceux d'entre vous qui sont en entreprise individuelle au régime réel. Et donc ici, la 2035, on va calculer votre bénéfice réel en listant sur l'année toutes les recettes et toutes les charges. Donc vous allez voir, c'est assez simple, c'est un peu, des plus et des moins et d'apparence, quand vous la regardez en format papier, elle vous fait flipper cette déclaration. C'est normal, il y a plein de déjà elle est assez longue, il y a plein de cases, elle est pas très jolie. Vous verrez que, notamment avec Indy, on a simplifié tout ça. Mais voilà, l'idée, c'est de passer toutes vos charges professionnelles dans cette 2035. Il y a effectivement des règles à respecter, mais ça vous permet d'avoir une compta nickel et une déclaration qui soit juste et qui respecte enfin, qui respecte la loi. Je me permets juste de te couper 1 minute. Il y a Jean-Sébastien qui demande si jamais tu peux confirmer que depuis le début, on ne parle uniquement que d'entreprise à l'IR. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, on est focus sur c'est ce que je disais au départ. Au tout départ, vous avez votre choix en tant que freelance de bosser soit en société, soit
de bosser en tant qu'entreprise individuelle. Et quand vous êtes en entreprise individuelle, vous avez 2 options, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle au régime réel. Et du coup, à l'IR, IR, c'est impôt sur le revenu et IS, impôt sur les sociétés. Donc, je récapitule, voilà les différentes façons que vous avez de bosser. Une 2042 C-Pro à faire, votre déclaration sociale qui, du coup, correspond à vos cotisations sociales que vous devez payer en tant qu'indépendant, votre DAS2 et la 2035 à remplir pour ceux qui sont au régime réel. Et il y a une autre, il y a Marie-Cécile aussi qui parlait de entreprise individuelle, option IS. Voilà, et elle voulait savoir si jamais Ouais, c'était bien. alors là, nous, c'est des cas qui commencent à arriver un petit peu. Initialement, le régime n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant. Et alors, alors, attends, Marie-Cécile, je reprends. Ouais, elle disait à savoir que dans l'EI, option IS, la rémunération est considérée comme une charge et amenderait l'IS. Et Ouais, les charges sociales sont uniquement calculées sur la rémunération et non le bénéfice. bénéfice. Exactement, ouais, ouais. Et du coup, c'est un bon point, ça rejoint le point de Jean-Sébastien. Là, on parle des entreprises individuelles à l'IR et non pas à l'IS. Et je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui choisissent de passer à l'IS. Et nous, aujourd'hui, chez Indy, on ne traite pas ce cas-là. Et donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup moins de connaissances sur le sujet. Et je crois que notamment, effectivement, il y a certaines complexités administratives et peut-être que ça permet d'optimiser certaines choses. Mais j'ai pas cette info sur l'EI à l'IS. OK. Focus sur la TVA. Gros, gros, gros sujet du moment. Comme je vous le disais, vous en avez sans doute entendu parler. Et là, ça va concerner tout le monde, à la fois les entreprises et les entreprises et les individuels, les sociétés et les micro-entreprises. Et donc, juste, je réintroduis un truc basique. Comment fonctionne la TVA? C'est une sorte d'impôt sur la consommation. Vous la payez à titre individuel au quotidien sur tous vos achats. Les entreprises auxquelles vous achetez ces biens, elles s'occupent de, ou à qui vous payez ces services, elles s'occupent de collecter cet impôt pour le compte de l'État. Et en contrepartie, l'État va permettre à cette entreprise de récupérer la TVA sur les achats. Donc, ce sera la même chose pour vous quand vous serez en entreprise, enfin, avec votre entreprise individuelle ou votre société. Ça fonctionnera exactement de la même façon. Donc, si je prends le schéma là que je vous ai mis sous les yeux, le freelance, il réalise des missions, il facture ses clients. Il va donc collecter de la TVA. Et ce n'est pas du chiffre d'affaires, en fait, cette TVA. C'est de l'argent qui sera reversé ultérieurement à l'État. En tant que freelance, il aura aussi, ou vous aurez aussi des dépenses qui seront soumises à la TVA. Et du coup, vous allez pouvoir déduire de cette TVA de celle que vous avez collectée. Et donc, au moment de faire votre déclaration de TVA, soit tous les mois, soit tous les trimestres, grosso modo, il faudra faire le total de la TVA que vous avez collectée d'un côté, moins la TVA déductible de l'autre. Si c'est positif, alors l'État vous reversera l'argent restant. Et si c'est négatif, non, pardon, ça va. Si c'est positif, c'est vous qui allez devoir donner l'argent restant à l'État. Et si c'est négatif, si votre balance de TVA elle est négative, c'est l'État qui vous devra de l'argent. Et on part alors de crédit de TVA. Alors, tac. Voilà. Les différents régimes de TVA. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a 3 régimes de TVA. Le premier, tout à gauche, le régime de franchise en base. C'est là où, quand vous créez votre société, votre micro-entreprise, par défaut, vous êtes en franchise en base. Ça veut dire que vous n'êtes pas assujetti à TVA. Et à côté, vous avez le régime réel simplifié, le régime réel normal, qui sont des régimes dans lesquels vous êtes personnellement assujetti à TVA. Comment ça fonctionne? Le régime réel simplifié, en fait, vous allez faire une déclaration annuelle et vous aurez des acomptes de TVA à payer en décembre et en juillet. Donc, un peu moins de paperasse, mais néanmoins, ça comporte quelques inconvénients. Lesquels? Le premier, c'est que vous allez avoir des mouvements de trésorerie assez importants parce qu'en fait, vous allez verser des acomptes et du coup, ça fait des gros mouvements de trésorerie et surtout, c'est basé sur votre activité de l'année précédente. Ce qui fait que si, en 2025, vous avez une activité qui est radicalement différente de 2024, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et ben forcément, ça va venir perturber votre trésorerie et du coup, créer des flux assez importants et qui peuvent faire un peu peur ou au contraire,
Vous allez vous dire: «Waouh, youpi, je suis le roi du pétrole» et en fait, non, il faut anticiper que, sur votre compte en banque, vous avez de la TVA qui dort temporairement dessus. Le régime réel normal de TVA, vous allez pouvoir choisir de faire vos déclarations mensuellement ou trimestriellement et là, ça présente un avantage. C'est que en fait, comme vous allez le faire beaucoup plus régulièrement, ça va éviter les mouvements de trésorerie très importantes. Vous allez pouvoir du coup anticiper, savoir à peu près combien vous avez sur votre compte avec très peu de surprises vis-à-vis de la TVA. En revanche, ça demande juste d'être un peu plus assidu dans son rythme de déclaration. Tac. Et donc, êtes-vous redevable de la TVA? Grande question. Là, je fais un focus tout particulier sur l'actualité du moment. Heu, hier ou il y a 48 heures, notre Premier ministre a fait passer le projet de loi de finances, de la sécurité sociale et le projet de loi de finances globale. Il a fait le passer via 49.3 et du coup, il y a un article de loi qui est passé et qui abaisse ce seuil de TVA à 25 000 € pour tout le monde. Donc, il y a une motion de censure qui sera peut-être votée cet après-midi. A priori, elle a l'air d'avoir assez peu de chances de passer, mais en tout cas, elle est soumise au vote cet après-midi. Et donc, ce que je vous dis là, c'est une modification qui a été actée il y a 48 heures et qui est soumise à la décision du vote de cet après-midi. Mais grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Ça baisse le seuil de TVA et donc, si vous faites moins de 25 000 € sur l'année, eh ben, vous serez automatiquement en franchise, enfin, vous bénéficiez de la franchise en base de TVA, donc vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Vous ne facturez pas la TVA, vos factures doivent comporter TVA non applicable et vous ne déduisez pas la TVA sur vos achats. Si vous êtes dans le seuil entre 25 et 27 500 € sur l'année, à ce moment-là, vous deviendrez assujetti à la TVA à partir du 1er janvier suivant. Donc, si là, sur l'année 2025, vous vous trouvez entre 25 et 27, et ben, l'année prochaine, 1er janvier 2026, vous serez assujetti à la TVA. Attention, si vous dépassez les 27 500 € de chiffre d'affaires en cours d'année, alors vous deviendrez assujetti à la TVA à partir du jour de dépassement. Et donc ça veut dire que, imaginons que le 12 avril, vous dépassez les 27 500 €, à partir du lendemain, votre facture devra comporter de la TVA. Globalement, donc ça concerne tout le monde, les entreprises individuelles, les sociétés BIC, les BNC, etc. Ça, c'est censé entrer en vigueur au 1er mars, d'accord? Et il y a juste une question qui se pose, et là où on a vu, j'ai vu plusieurs sons de cloche, et il n'y a pas de réponse encore officielle. Certains disent que, en fait, là, dès maintenant, au 1er mars, on allait prendre votre chiffre d'affaires de l'année 2024, et donc si vous avez fait moins de 25 000 €, alors vous êtes en franchise, et sinon, vous devenez assujetti à la TVA à partir du 1er mars. On n'a pas encore de réponse officielle ou en tout cas unanime sur la question. Donc, petit warning là-dessus, mais attention, les seuils de TVA ont été abaissés et homogénéisés pour tout le monde. Et donc, affaire à suivre dès cet après-midi. Hop. Alors, ce qui change quand vous devenez assujetti à la TVA, vous allez devoir collecter cet argent temporairement. Vous allez du coup récupérer la TVA sur vos achats. Et donc à ce moment-là, quand vous allez faire des achats, vous achetez un nouveau téléphone à 800 €, à 840 € pour faire simple, et vous aurez 140 € de TVA. Et donc en fait, il faudra juste considérer que de votre poche, de la poche de votre entreprise, ce téléphone ne va vous coûter que 700 €, ce qui est déjà un beau budget. Et ensuite, à côté de ça, il faudra déclarer votre TVA auprès des impôts, selon le régime de TVA que vous avez choisi, tous les ans, tous les trimestres ou tous les mois. Hop. Oui. Il y a une question et un petit message aussi qui sont posés. Je ne sais pas si tu avais vu. Attends, tac. Ils ont besoin d'avoir confirmation sur un micro-entrepreneur ne facture pas de TVA jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Ouais. Et alors, c'est exactement ce que je mettais là. Tac.
Ça, c'est valable, j'aurais dû le mettre en plus gros, mais quel que soit votre, type d'entreprise, micro-entreprise, entreprise individuelle, si vous faites moins de 25 000 € de chiffre d'affaires sur un exercice, vous êtes en franchise en base, donc ça veut dire que vous êtes exonéré de TVA. Entre 25 et 27 500, à ce moment-là, vous serez assujetti le 1er janvier de l'année suivante. Donc là, si vous dépassez ce seuil-là sur 2025, ou si vous vous trouvez entre 25 et 27, vous deviendrez assujetti à TVA en janvier prochain. En revanche, si vous dépassez les 27 500 € au cours de l'année 2025, alors, vous allez passer à la TVA le lendemain du jour où vous allez dépasser ce chiffre d'affaires-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, il faudra anticiper et pouvoir, éditer des factures avec la mention, TVA, applicable et donc mettre le bon format le bon taux de TVA. Trop bien. Et une dernière question de Jean-Sébastien qui a besoin d'avoir, une validation. Pouvez-vous confirmer qu'en régime normal, ce n'est pas possible de faire du netting de TVA annuellement? Qu'est-ce que tu entends par netting? J'avoue que le netting de On peut être TVA net, mais annuellement. Je veux bien que tu me précises ce point-là, ouais, Jean-Sébastien, et on reviendra sur la question. sur la question. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc avant, les seuils étaient un peu plus hauts et donc des fois, vous aviez un intérêt à être assujetti à la TVA en étant sous les seuils. Globalement, donc je le redis, en franchise en base, vous n'êtes pas assujetti à la TVA, donc vous ne récupérez pas la TVA sur vos achats. En revanche, parfois, c'est quand même intéressant d'être, assujetti à la TVA, même si on fait moins de 25 000 €, si vous bossez uniquement avec des boîtes en B2B, donc avec des sociétés qui, elles, sont assujetties à la TVA, parce qu'elles vont regarder que ce prix-là. En revanche, si vous bossez avec des professionnels en ce qu'on appelle en B2C, avec des consommateurs lambda, qui eux ne voient que le prix TTC, alors vous allez perdre en compétitivité, donc ce n'est pas intéressant. Donc en résumé, pour cette slide, si vous faites moins de 25 000 € de chiffre d'affaires annuel, mais que vous ne bossez qu'avec des entreprises, alors choisissez d'être assujetti à la TVA, même si vous êtes sous le seuil d'assujettissement. Il y a Jean-Sébastien qui a pu revenir sur, ce qu'il voulait. Il disait, pour netting, c'est la TVA que l'on doit au trésor une fois, les TVA sur les charges déduites. Ce n'est la TVA qu'on doit une fois qu'on a mais j'avoue que je ne comprends pas bien la question de la TVA. En gros, ou peut-être que ce que tu veux dire, c'est de te dire que quand tu fais ta déclaration annuellement, du coup, tu as une trésorerie importante sur ton compte de TVA que tu peux du coup placer, faire fructifier et du coup la payer annuellement. C'est une C'est ça. solution, là, c'est pour les plus aguerris d'entre vous. Et à ce moment-là, ok, ouais, c'était ça. Et du coup, effectivement, c'est possible théoriquement, tu peux poser, c'est de la trésorerie. Donc, en fait, tu en fais ce que tu veux de ta trésorerie. Euh, Juste, il faut prendre zéro risque et avoir en tête que c'est de l'argent que tu vas devoir payer à l'État. Mais effectivement, tu as des banques qui te proposent de mettre cet argent sur un compte sécurisé. Et du coup, tu as cette TVA qui fructifie un peu, tu la déclares plus tard à la fin de l'année. Et voilà, donc c'est possible, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le cas nominal d'un freelance aujourd'hui. Les charges déductibles, pour ceux qui sont au régime réel, souvent, j'ai la question, ouais, qu'est-ce que j'ai le droit de déduire? Qu'est-ce que j'ai le droit de pas déduire? Donc, vous allez voir, avec cette slide, normalement, vous êtes capable de répondre à toutes les questions que vous allez vouloir me poser. Globalement, pour qu'une dépense soit déductible, il y a six conditions pour que ça le soit. Il faut que ce soit dans l'intérêt direct de votre entreprise ou de son développement. Il ne faut pas que ce soit fictif ni excessif. Donc, si vous voulez facturer, vous faites 20 000 € de chiffre d'affaires et vous allez faire un resto avec un repas d'affaires qui va vous coûter 2 000 €, bien sûr, ce sera excessif et vous ne pourrez pas le passer en frais pro. Il faudra que ce soit comptabilisé en charge durant l'année à laquelle ça se rapporte. Évidemment, en 2025, vous ne pouvez pas dire je déduis une charge, un achat de 2024. Il ne faut pas que ce soit une contrepartie d'une IMO. Il faut des pièces justificatives, c'est obligatoire. Et dernière chose, il faut que ce ne soit pas exclu de la déduction par une disposition spéciale de la loi. Donc ça, c'est généralement la partie un peu plus compliquée, parce que ça implique de connaître la loi, et donc on n'est pas toujours au courant de tout. Donc vous pouvez trouver sur Internet la réponse à vos questions la plupart du temps. Et c'est là où nous, sur Indy, on a injecté ces règles-là, ces dispositions spéciales de la loi, ce qui vous permet de faire votre compta et votre 2035
sans stress, puisqu'en fait, vous pouvez vous fier aux garde-fous qui sont sur Indy. Et Cécile, Marie-Cécile, pardon, faisait une parenthèse en disant que pour le dernier poids, justement, les contraventions sont un exemple. Ouais, et ben voilà, et du coup, il y a des choses effectivement qu'on peut pas faire passer. Là, je vous ai mis une liste non exhaustive parce que des fois, on fait même un webinar complet dessus sur les dépenses déductibles, mais vous allez avoir le loyer, le chauffage, l'eau, l'électricité, le gaz de votre local, si vous en avez un, de votre bureau, des assurances, des fournitures de bureau, des frais de déplacement, de véhicules, des repas hors domicile, des repas d'affaires, votre abonnement au téléphone, internet, des cotisations professionnelles, des cotisations sociales. Si vous êtes locataire de votre appartement, vous pouvez faire passer une partie de votre loyer en charge. Attention, si vous faites ça, c'est du revenu locatif. Donc, si vous êtes propriétaire, c'est nettement moins intéressant parce que vous allez devoir le déclarer en revenu locatif et donc pas hyper intéressant non plus puisque ça va augmenter finalement votre bénéfice imposable. Tout ça pour dire que, c'est toujours intéressant de pouvoir suivre, du coup, son pourcentage de charge, je le disais au départ, et donc là, je vous ai mis juste une petite capture d'écran sur Indy pour vous dire, avec Indy, vous avez cette alerte qui va vous dire, en fait, vous êtes au-dessus du niveau de seuil à partir duquel c'est intéressant de passer au régime réel. Donc étudiez vite la question parce que vous avez peut-être de l'argent à économiser en choisissant de passer au régime réel. Quid des after work? C'est une très bonne question, Jean-Sébastien. Heu je te reprends, je vais te faire une réponse de Normand que je ne suis pas, mais si ton after work, il est dans l'intérêt direct de ton entreprise et de son développement parce que tu vas déjeuner tu vas prendre un verre avec un potentiel client, que, tu prends, 2 bières et une planche parce que, voilà, juste vous grignotez ensemble, que tu l'as bien fait cette année pour, une mission que tu vas signer ou que tu as signée cette année et que tu gardes ton justificatif, ça peut passer. Après, si tu en fais tous les soirs, là, à ce moment-là, en cas de contrôle, on te dira: «OK, Jean-Sébastien, tu dois avoir beaucoup, beaucoup de clients ou des clients vraiment très, très sympas pour aller, faire un after work avec eux». Mais globalement, disons que si tu respectes ces 6 critères-là, théoriquement, on ne pourra rien te reprocher. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit excessif ou dans l'abus, quoi. Exactement, et alors il y a 2 choses, c'est un bon point, Marie-Cécile. Il faut distinguer les repas d'affaires. Donc là, c'est, je vais déjeuner, prendre un verre, professionnellement, et donc là, je peux déduire l'intégralité quasiment de mon repas, et il faut, faire attention à ne pas confondre repas d'affaires avec frais de repas hors domicile, avec le fait de manger tous les midis. En fait, vous ne pouvez pas déduire le fait d'aller acheter des pâtes, de la sauce tomate et un steak haché, dans la supérette du coin. Ça ne peut pas passer en frais de repas hors domicile. Ça ne peut pas être vos repas du midi. D'accord? Et encore une fois, pour les repas du midi, l'État considère que, quoi qu'il arrive, du fait que vous soyez vivant et que vous mangez matin, midi et soir, le midi, vous mangez au minimum pour 5 €. Et donc, quand bien même, vous voulez déduire des frais de repas hors domicile du midi, si vous il y a un plancher et un plafond, de mémoire, c'est 5,40 €, 5 € et quelques qui sont non déductibles. Donc si vous achetez pour 10 €, vous n'allez pouvoir déduire que la portion qui va de 5 à 10 €, donc 5 €. Puisque les 5 premiers euros, ils sont incompressibles du fait que, quoi qu'il arrive, vous auriez mangé, même si ce n'était pas dans le cadre de votre boulot. Et en revanche, c'est capé à 20,40 €, je crois, ou 20,10 €. Et donc, si vous allez faire un resto à 30 €, théoriquement, vous ne pouvez pas passer, plus que, du coup, la fourchette, le plancher qui se trouve à 5 € et le plafond qui se trouve à 20 €. Donc tous les midis, en gros, si vous avez un justificatif, vous pouvez déduire une quinzaine d'euros à chaque repas. Hop, réaliser sa facturation. Effectivement, là aussi, petite spoiler alerte, hem, en gros, il y avait la règle de la facturation électronique qui devait rentrer en vigueur initialement le 1er janvier 2024. Ça a été repoussé à une date ultérieure, et vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous concerner directement? C'est septembre 2026, il faudra que vous soyez en mesure de recevoir des factures électroniques, et en septembre 2027, que vous soyez capable d'émettre des factures électroniques. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, regardez un peu sur le marché ce qui se fait et ce qui sera conforme, d'accord? Il y aura une réglementation à respecter. Chez Indy, on anticipe le fait que vous puissiez, réaliser vos facturations et les recevoir directement depuis Indy en respectant le cadre de la facturation électronique.
puisque a été prise la décision en décembre de l'État de ne pas fournir une plateforme gratuite. Et ils réfléchissaient à le faire, finalement, ils ne le font pas. Et donc, ça va être au rôle des éditeurs d'assurer cette fonction. Et donc, si jamais vous faites votre facturation vous-même, il y a quand même des choses qui sont obligatoires. Votre SIRET, un numéro de facture, indiquer le délai de paiement, le prix hors taxe et d'éventuelles mentions particulières, si vous avez de la TVA non applicable, des frais de recouvrement, l'assurance professionnelle, etc. Je regarde la question. Okay. Est-ce possible de marquer une dépense comme repas d'affaires s'il n'y a pas d'invité? Un repas extérieur suite à une réunion chez le client. Oui, tout à fait, c'est possible. Donc voilà, donc gardez en tête, vous allez voir passer cette année pas mal de choses concernant la facturation électronique. Sachez que vous avez un petit peu de temps, puisque c'est septembre 2026 et septembre 2027, mais tout le monde s'y met. Juste pour les grands groupes, ça démarre dès cette année, mais généralement, en tant que freelance, on n'est pas un grand groupe. Et du coup, Indy vous accompagne. Ah, tu allais dire un truc, pardon? Non, Victoire, je croyais que tu allais dire... Non, c'est Jean-Sébastien qui avait une question, mais il était en train d'expliquer. Concernant la règle des 20 € maximum par repas par personne, pouvez-vous confirmer qu'elle est applicable au repas d'affaires? Cela voudrait dire 20 € par client, ce qui ne fait pas beaucoup quand on invite. Ouais, non, alors ça, il y a deux choses différentes. Les repas d'affaires, théoriquement, si tu fais un resto, une brasserie convenable, etc., tu n'es pas limité. D'accord? C'est un repas d'affaires, c'est un repas exceptionnel. Tu invites un client. Et ensuite, tu as les frais de repas hors domicile. Ça veut dire qu'on considère que ton activité de freelance t'amène à manger en dehors. Donc, tu vas peut-être aller manger avec le client, avec d'autres freelances, etc. Ou tu es dans un espace de coworking, tu vas manger le midi. Tu as le droit de déduire des frais de repas hors domicile. Sauf que là, on considère que, quoi qu'il arrive, tu aurais mangé pour 5 € par jour, même si tu étais resté chez toi sans travailler. Et donc, ces 5 premiers euros ne seront pas déductibles. Et on considère que raisonnablement, tu peux manger pour 20,40 € sans problème. Et donc, tu vas avoir le droit de déduire tout ce qui se trouve entre 5 € et 20 €. Donc, ça fait environ 15 € à déduire chaque jour, sous réserve d'avoir un justificatif. Et donc là, c'est si tu manges tout seul, quoi. Il n'est pas question d'inviter un client sur ce ticket-là, quoi. Et après, effectivement, si c'est un repas d'affaires, là, tu peux tout déduire, encore une fois, dans la mesure du raisonnable. Si tu passes un étoilé à 800 ou 900 € par tête, il y a des chances que ça soit retoqué, puisque ce sera considéré comme une dépense étant excessive. Du coup, avec Indy, on a plusieurs services à vous proposer. On a d'abord une version gratuite qui va vous permettre de gérer votre activité au quotidien gratuitement avec des tableaux de suivi. Vous allez juste connecter votre compte pro à Indy. On va automatiser la comptabilité, mettre la bonne catégorie comptable, détecter la TVA, vous permettre de gérer vos notes de frais, de faire vos devis, vos factures, tout ça gratuitement. Et ensuite, on a une version qui est premium, qui va vous permettre, depuis Indy, comme on a tout automatisé, faire toutes les déclarations dont je vous ai parlé. Donc, votre liasse fiscale 2035, vos déclarations de TVA, DFSU, CFE, DAS2, 2042, tout part depuis Indy vers les bonnes administrations. Et vous avez aussi accès à nos conseillers spécialisés de façon prioritaire par rapport aux autres. Et donc, le tarif d'Indy, ça démarre à partir de 12 € hors taxe par mois pour un micro-entrepreneur qui s'engagerait annuellement. Et c'est, je crois, 24 € pour un hors taxe par mois pour une entreprise individuelle. Et dans le cadre de notre partenariat avec le Hibou, on a une offre négociée pour vous où vous allez pouvoir profiter de 4 mois offerts. Et donc là, je vous le mets dans le chat. Toc, vous pouvez du coup, en vous connectant avec ce code, profiter de 4 mois offerts. Ça vous permet de faire votre clôture, notamment 2024, et de tester nos services. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin. C'est hyper clair. De toutes les manières, pour tout le monde, un replay sera envoyé. On va répondre aux dernières questions juste avant de clôturer. Rémi demande à 2 questions. Est-ce qu'Indy gère la compta pour un groupe de sociétés et la création pour un groupe de sociétés? Alors, aujourd'hui, Indy, on ne gère pas encore les holdings. Je sais que c'est dans les tuyaux
J'imagine que ce sera sans doute le cas en 2025. Au moment où on se parle, la réponse est non, mais c'est bien un point qu'on a identifié, Rémi. Et la deuxième question, c'était: est-ce que Est-ce que ça Indy ouais. vas-y. Bah, est-ce qu'Indy propose des conseils sur la gestion sociale? Justement. Alors, aujourd'hui, nous, on n'a pas un rôle de conseiller. Si vous voulez, avec Indy, on est le juste milieu entre je fais tout moi-même, toute ma compta, mon administratif, machin, avec Excel et cetera. Je galère un peu. Ça me coûte rien, mais je galère un peu. Et la version, je fais appel au service d'un expert comptable. Ça me coûte, 150 € par mois ou plus. Pour l'expert comptable, je suis un petit dossier, alors que pour moi, c'est quand même une petite somme d'argent. Et du coup, je comprends rien, je vois pas ce qui se passe, et cetera. Donc avec Indy, tu as un logiciel qui te permet de faire, d'automatiser tout ça, d'avoir les garde-fous qu'il faut, et tu verras qu'on met beaucoup de pédagogie, dans l'application pour te permettre de comprendre et de faire par toi-même. Donc la réponse, elle est non, on ne fait pas de conseils, c'est-à-dire qu'on ne va pas te dire: «Tiens, voilà un plan d'épargne retraite, voilà des choses pour optimiser». En revanche, on te fera, par exemple, sur ta 2035, on repassera tous les postes de dépenses pour être sûr que tu as rien oublié, dans tes dépenses, donc tes frais de repas à domicile, tes repas d'affaires, et cetera, tes déplacements, tes amortissements, et cetera. Exactement. Superbe. Je ne sais pas si jamais il y a d'autres questions, c'est le moment. Comme je vous disais, de toutes les manières, au début, on va communiquer sur, le mail de Benjamin dans le replay. Si jamais vous avez d'autres questions plus précises et que vous aimeriez avoir, plus d'informations, il sera dans le replay qu'on vous enverra. On vous invite aussi également pour le prochain webinaire qui sera le 18 février, voilà, avec, un autre partenaire qui, s'appelle Portify, qui va être justement sur, du portage salarial. Donc, ça sera un autre sujet. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces informations. On vous envoie et la présentation et le replay et le contact de Benjamin au plus vite, soit cet après-midi, soit demain. Super, eh Voilà. beh, écoutez, merci à tous. Un grand merci Victoire, et je pense qu'on peut se dire, maintenant bon appétit. Oui. Bonne fin de matinée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.